Bon, bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je remercie Maya de nous avoir invités ici, dans ce merveilleux pays, que je dois dire que je ne connaissais pas. Bien qu'ayant été à Orange, mon cercle s'arrêtait à peu près à UGS, Anduze, où j'ai fait dans ma jeunesse un parcours évasion. Et j'étais jamais monté dans les années. Et grâce à vous, je vous remercie, je découvre cette région merveilleuse, et je remercie monsieur le maire aussi de prêter cette salle qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. Voilà, donc je vais vous parler des dissuasions nucléaires, et donc il faut que j'applique. Alors vous direz, c'est quand même assez surprenant pour un militaire de prôner le désarmement nucléaire, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Et donc, bon, je suis venu dans cette galère, si je puis dire, grâce, si je peux dire, à Michel Rocard. Quand j'étais son chef du cabinet militaire, on a eu beaucoup de discussions au cours de la dissuasion nucléaire. Et moi, j'ai assisté à la création des forces aériennes stratégiques. J'étais là, donc j'ai suivi pendant toute ma carrière militaire tout le développement des armements nucléaires, tous les systèmes d'armes nucléaires. Donc c'est un sujet que je connaissais bien, mais je n'avais pas vraiment remis en cause le fait que je pensais que c'était efficace, puisque ça avait été créé au moment de la guerre froide. Et puis avec Michel Rocard, on a commencé à discuter de ça, quand les années ont passé, et il me disait il faut réfléchir à cette question, à ce que maintenant, dans le nouveau cadre géopolitique et stratégique de la fin de la guerre froide, est-ce que la dissuasion nucléaire, telle qu'elle est, on va en parler, telle qu'elle est conceptualisée, telle qu'elle est mise en œuvre, est-ce que c'est vraiment efficace maintenant? Est-ce que ça répond à la situation actuelle? Et c'est la question que je vais vous poser, que je vais essayer de développer. La question, c'est est-ce que la dissuasion nucléaire actuellement est la réponse aux problèmes de sécurité que nous avons en ce moment? C'est exactement ça le sujet de la conférence. J'ai pas fini avec Michel Rocard, car en 2009, il m'a appelé pour me proposer de signer une tribune dans Le Monde sur le fait que, est-ce que le fait de continuer à mettre en œuvre la dissuasion nucléaire, répondait à cette question, et est-ce qu'on n'allait pas plutôt vers un conflit nucléaire si on continue sur cette lancée? Et on a signé cette tribune en 2009 avec, pour la petite histoire, ça va vous amuser, c'était Jacques Chirac qui voulait signer aussi cette tribune. À ce moment-là, Jacques Chirac n'était plus au président de la République. Et puis pour finir, le temps a passé, Jacques Chirac a dit non, c'est peut-être pas adapté. Et c'est Alain Juppé qui a signé avec Michel Rocard cette tribune sur le thème. Voilà, si on continue comme ça va mal se terminer le jeu. C'est calqué comme ça donne. Cette tribune, elle faisait suite à une tribune, c'est important, de Henry Kissinger, qui avait signé avec. Alors c'était deux républicains, Henry Kissinger et George Shultz, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères de Reagan, et deux républicains qui étaient William Perry, qui était un ancien ministre, un secrétaire d'État à la Défense sous Clinton, et le quatrième c'était Sam Nunn, qui était président des démocrates à l'époque. Donc cette tribune, elle a essaimé dans tous les pays du monde, ça se passe en 2009. Et nous, on a adopté ce format 4 avec Michel Rocard. Voilà comment j'en suis dit. Et donc, à partir de là, quand il m'a entraîné dans plusieurs colloques, dont une réunion avec Henry Kissinger, alors je me signale, parce que là, on traite souvent de naïf, mais Henry Kissinger, est considéré comme le pape du réalisme en géopolitique. Il était contre l'armement nucléaire. Donc on a essayé, on a fait beaucoup de colloques comme ça, et puis Michel Rocard s'est occupé des pôles, il a été donné responsable des pôles pour la France, ambassadeur, et j'ai continué avec Paul Quillet, et on a créé notre association. Bref, voilà, donc j'ai mis ce préambule, pourquoi?
j'ai repris cette phrase hyper connue de Gramsci, parce que je pense que quand on parle de nucléaire, il faut et de désarmement nucléaire en particulier, il faut quand même savoir déplacer un peu cet aspect aussi pour envisager l'avenir. Car le désarmement nucléaire, on en reparlera si c'est possible ou pas possible, bon, c'est pas une fin en soi. Il faut savoir comment on organise la sécurité du monde. C'est ça le vrai problème. Or, nous sommes dans une situation, dans un monde qu'on peut considérer, bien qu'il soit le monde d'aujourd'hui, qui est le vieux monde, puis le monde de la géopolitique, des affrontements entre États-nations schématisés. Et puis le monde nouveau, qu'on commence à apercevoir, qui est celui des périls existentiels pour la planète. Bon, le climat étant le plus emblématique. Ce sont des périls qui mettent en jeu la survie de la planète. Et or, ces deux mondes, le monde d'hier, c'est le monde du chacun pour soi, j'en reparlerai, et le monde de demain, c'est le monde du collectif, car on ne pourra pas régler un problème comme le climat tout seul. C'est du collectif. Et donc, c'est deux logiques complètement différentes, antagonistes. La grande question, donc on est au milieu. On est encore dans le monde géopolitique, on va le voir, mais déjà, on voit apparaître ce monde de demain. Comment organiser cette transition? Comment faire concilier l'inconciliable? Je pense que c'est vraiment la grande question qui doit soutenir toute la réflexion autour des problèmes actuels, des problèmes stratégiques actuels. Voilà, donc j'ai fait un tout petit rappel, parce que bon, je pense que vous connaissez tout ça, ce que c'est que la dissuasion nucléaire, c'est la capacité de faire suffisamment peur à son agresseur quand il ne vient pas vous attaquer. En gros, c'est ça. Le problème j'allais dire, moi, le vice inhérent au concept de dissuasion nucléaire, c'est que c'est un pari. Vous pariez sur le fait que votre adversaire sera suffisamment raisonnable pour ne pas vous attaquer. Ça veut dire que vous êtes fait un pari où vous ne pouvez pas perdre. C'est totalement est un oxymore, est totalement contradictoire. Pourquoi? Parce que si vous perdez votre pari, c'est que vous signez votre mort, tout simplement. Donc c'est un pari qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà, déjà à la base, il y a un problème conceptuel qui est fondamental. Ça repose, comme je viens de le dire, sur l'équilibre de l'interaction et sur la peur. Et on le voit aujourd'hui, Vladimir Poutine joue sur la peur. Et la dissuasion nucléaire, c'est la peur, c'est inspirer suffisamment la terreur à votre adversaire potentiel pour qu'il ne vienne pas vous attaquer. Et, bien entendu, tout ça est complètement contraire au droit international, au droit particulièrement au droit international humanitaire. C'est quand même un crime de guerre. C'est considéré comme un crime de guerre. J'ai très peu développé dans ma présentation l'aspect éthique. C'est-à-dire, c'est la capacité de détruire des millions et des millions, voire des milliards d'êtres humains. Du fait du droit international, c'est un crime de guerre. C'est d'ailleurs comme ça que s'est exprimé la Cour internationale de justice. Avec une plainte. Alors, ils n'ont pas été au bout du raisonnement, puisqu'ils se sont dit, en cas vraiment de légitime défense, on peut, effectivement, utiliser. Ils ne disent pas tout à fait ça comme ça, mais il y a un petit bémol. C'est là-dessus que jouent tous les partisans de l'arme nucléaire, bien entendu. Alors, il y a un cas particulier, c'est la dissuasion nucléaire française. Pourquoi? Parce qu'on en a fait la clé de voûte de notre système de notre politique de défense. C'est-à-dire que tout repose, c'est le discours officiel. La dissuasion nucléaire française, c'est la clé de voûte, c'est notre garantie ultime de sécurité, c'est ce que vous entendez tous les jours à la télévision, c'est notre garantie ultime de sécurité, notamment pour la France. Or, premièrement, une garantie ultime de sécurité, ça n'existe pas, ça n'existe pas, concrètement et opérationnellement. Et voilà, donc c'est déjà, et on considère ça comme un peu notre ligne imagino-nucléaire, avec toutes les conséquences et tous les effets qu'on peut avoir dans l'imagino en 1940. C'est une doctrine du non-emploi. Je reviendrai beaucoup sur ce point, parce que dans la doctrine française, c'est une doctrine défensive qui suppose de non-emploi. Car si on ne va pas, c'est que Michel de l'éditionner. Donc voilà, donc il y a tout ce discours autour de non-emploi. Or, on verra comment la situation internationale évolue et comment
le nucléaire, l'arme nucléaire devient une arme d'emploi, de plus en plus. Donc je l'ai dit, c'est la clé de voûte, c'est notre garantie de sécurité, c'est tout le discours français autour avec les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. Ensuite, là c'est une courbe intéressante, c'est que ça montre la réduction des arsenaux nucléaires mondiaux. Vous voyez là, on est arrivé quand même à près de 70 000 ogives nucléaires dans le monde, à 90%, même 95% détenus par les États-Unis et la Russie. Et après la chute du mur et la fin de la guerre froide, on est redescendu, on est actuellement à 12 000, un peu plus de 12 000 armes nucléaires. Bon, c'est largement suffisant pour détruire la planète. Il n'y a pas sur le je là. Le premier traité qu'il faut connaître, c'est le traité sur la non-prolifération, qu'on appelle le TNP. Il date fin des années 60. Il a été ratifié par la France en 1992. L'objet, c'était de limiter la prolifération. Et effectivement, on peut dire qu'il a joué son rôle, puisqu'il dit au fond au départ, il y avait 5 pays nucléaires, il y en a 9 maintenant. Donc ça a quasiment doublé, mais on peut dire que ça a été relativement efficace. Alors dans ce traité, il y a un article qui est important, c'est l'article 6, qui dit la chose suivante: les pays nucléaires dotés. Alors, ce sont les 5 pays nucléaires d'origine qui avaient la bombe avant la signature de ce traité, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Angleterre. Ces 5 pays, donc quand ils ont signé le traité, il y a eu un espèce de deal, comme dirait Donald Trump, entre ces 5 pays nucléaires et les autres pays non nucléaires. Les pays non nucléaires ont dit: vous pouvez pour l'instant, aux 5, garder vos armes nucléaires. Et nous, on a la capacité, on a le droit de développer une industrie nucléaire civile. Et vous, les pays nucléaires, vous devez vous engager à aller vers le désarmement nucléaire. Et donc, tout le monde a signé ça en disant: ok, on garde les armes pour l'instant, mais on s'engage à aller vers le désarmement nucléaire. Inutile de vous dire que ça date de 1970, vous voyez, donc si qu'on est. Alors, le traité qui est aussi intéressant, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le traité d'interdiction complet, d'arrêt d'interdiction des essais nucléaires, qui s'appelle en français le TIS, mais ce traité n'est pas en vigueur. Il a été signé par tous les pays du monde, sauf 9 pays, dont la Chine, l'Égypte, non pas 4 pays, et il n'a pas été ratifié. Il n'est pas en vigueur. Il existe, mais il n'est pas en vigueur. Alors, la Russie, par contre, avait ratifié ce traité, et le 2 novembre dernier, 2025, la Russie a décidé non pas de sortir complètement du traité, mais de sortir de la ratification. Donc, ce traité, pour l'instant, les Russes disent on va respecter ce traité, mais si jamais les Américains reprennent leurs essais, nous reprendrons aussi nos essais nucléaires. Donc, on pourra passer quelque chose. Donc, ces deux traités sont importants. Il y a un troisième traité, c'est le traité d'interdiction complète des armes nucléaires. Alors, ce traité a été signé et ratifié par environ maintenant 90 pays, donc il est normalement en vigueur, mais il n'a pas été signé, même pas signé, par les 5 pays nucléaires, par tous les pays nucléaires actuels. Donc, pour l'instant, c'est un traité un peu virtuel. Alors, avant de vous parler de l'adaptation de la dissuasion nucléaire, je crois qu'il faut faire un tout petit rappel sur le monde actuel, sur le monde géopolitique dans lequel nous sommes plongés. Bon, comme vous avez eu beaucoup, je pense que cet auditoire est extrêmement compétent, vous savez déjà tout, hein, et vous avez eu déjà beaucoup de conférences sur le sujet, donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je crois qu'il faut quand même résumer un peu. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un monde géopolitique qui n'a plus de règles. Les droits internationaux, non pas qu'il n'existe plus, il existe toujours, il n'est plus respecté, il est bafoué en permanence par tous les grands
autocrate qui dirige le monde en ce moment. Donc c'est un monde géopolitique, alors on peut le qualifier de lobésien, c'est-à-dire, vous savez, de ce philosophe anglais qui disait que le monde est organisé autour des États-nations. Ces États-nations sont voués à se battre entre eux. Un petit bémol, c'est que Hobbes disait aussi il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de règles entre eux pour essayer de réguler un peu ces affrontements. Maintenant, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de droit international qui soit appliqué. Donc c'est un monde chaotique, déchaîné, autour du chacun pour soi et du tous contre tous. On est dans ce monde, et plus on va dans ce monde, plus cette génération d'autocrates, qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale notamment, est engagée dans cette perspective d'affrontement entre... donc vous entendez, c'est comme ça que vous entendez tous les experts ou autoproclamés experts qui discutent à l'infini autour de toutes les configurations géopolitiques qui peuvent se présenter, la Chine contre les États-Unis, la Russie contre l'Europe, etc., etc. Tout le monde bat de son petit mécano géopolitique et que feront les pays du Sud, etc. Donc on est plongé dans ce monde-là. C'est comme ça que ça se passe. Et donc le problème, c'est que il y a aussi une contradiction interne, c'est qu'en un monde dont on parle de parallélisation géopolitique, c'est un monde fragmenté, on voit toute une discussion, mais aussi c'est un monde quand même qui reste quand même globalisé, et notamment globalisé par le numérique. On est dans un monde digitalisé. C'est-à-dire que plus rien, il n'y a plus de transparence. Vous voyez d'ailleurs dans la guerre des drones en Ukraine, le champ de bataille, sa caractéristique essentielle, ce n'est pas tellement les drones, c'est le fait qu'il n'y a plus aucune transparence. Les Ukrainiens comme les Russes ne peuvent pas sortir de leur tranchée sans être repérés immédiatement. Donc c'est un monde qui n'a plus de transparence. Et c'est en même temps un monde multipolaire. Très souvent, on fait une translation, une homothétie entre la dissuasion nucléaire de la guerre froide et la dissuasion nucléaire maintenant. La dissuasion de la guerre froide, c'était deux pays, essentiellement. La Russie, les États-Unis. C'était un jeu d'échecs, comme un jeu d'échecs. Il y avait des règles, avec toutes les règles qu'on peut imaginer autour du jeu d'échecs. Maintenant, nous sommes dans un monde à X joueurs, avec toutes les incertitudes que peut apporter un jeu à X joueurs. On ne sait plus à la fois maîtriser, contrôler ce type de situation. Ça s'est caractérisé, et notamment pour les militaires, mais pas seulement pour les militaires, c'était de nouveaux espaces conflictuels. Le problème actuel, c'est qu'on est dans une situation conflictuelle. Et donc, on multiplie les espaces. Donc, c'est l'espace humain, c'est l'espace cyber. Je pense que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, et c'est un espace possible de la pensée politique qui est très important. C'est même peut-être le plus important. Aussi, c'est caractérisé par l'apparition de nouvelles menaces, des menaces hybrides qui conjuguent le cyber, le cognitif, etc., et qui ne sont pas forcément liées à des opérations militaires, mais qui sont des menaces réelles, mais bon, qui n'ont pas de traduction sur le terrain comme on peut l'avoir dans une guerre classique. Et donc, il y a une grande menace, c'est la menace informationnelle, dont on parle tous les jours, dont vous entendez parler tous les jours dans les médias. Une autre caractéristique, c'est qu'il y a de nouvelles formes de guerre. Vous voyez, de nouveaux espaces conflictuels, de nouvelles formes de guerre. Comme tout ce qui concerne le développement des technologies, dont l'intelligence artificielle, la robotisation. On parle maintenant de guerre quantique et on parle de guerre cognitive. C'est-à-dire toutes les opérations qui visent à influencer votre pensée. Donc ça, c'est vraiment très important. Et là, vous voyez, quand vous parlez de dissuasion des guerres, comment fait-on face aux menaces hybrides? Comment fait-on face, j'en ai pas parlé, mais à la menace terroriste? Comment fait-on avec la menace informationnelle? Ce n'est pas avec vos armes nucléaires, avec vos bombes atomiques que vous allez contrer le terrorisme de la menace informationnelle. Et il y a fortiori dans la guerre quantique et dans la guerre cognitive. Vous voyez, il y a déjà, vous voyez, c'est d'ici à ton tour de ce que je vais un peu vous dire, c'est l'inadaptation
comment dire, opérative de la dissuasion nucléaire face aux nouvelles menaces, d'une façon générale. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est l'apparition des nouveaux acteurs stratégiques. Car vous voyez maintenant apparaître des acteurs non étatiques. Je vais prendre un cas concret, c'est Elon Musk, que tout le monde connaît. Elon Musk, c'est un acteur non étatique, même s'il est payé au pouvoir américain, c'est un américain. Vous le voyez dans le dernier fait, Starlink sert à faire la guerre. Ici, c'est une opération privée. Donc on a l'apparition de ce qu'on appelle des méta-entreprises qui deviennent extrêmement riches, beaucoup plus riches que la moyenne des États, et qui ont des capacités d'action géopolitiques, bêtement, qui sont très importantes. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait avec la dissuasion nucléaire face à ces nouveaux acteurs stratégiques. C'est un peu long, mais vous voyez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour parler justement de la dissuasion nucléaire. Bon, la première leçon, mais ça on pourra en discuter parce que ça se discute, hein, c'est que la guerre en Ukraine a montré que le conflit nucléaire est possible. D'ailleurs, la lecture des journaux nous montre que c'est Vladimir Poutine joue sur notre peur, et on voit bien que la possibilité d'un conflit nucléaire devient quelque chose de tangible, je puis dire. Et c'est le fait, et aussi de fait, ça ramène les armes nucléaires sur le devant de la scène géopolitique ou même géostratégique. Donc on voit que, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, où vous êtes tranquille, dormez tranquillement, chers citoyens, vous êtes à l'abri de notre imaginaire nucléaire, on est vulnérable. Et donc ça c'est la grande nouveauté. Et ce qui est très important, c'est que quand vous écoutez les discours dans les médias actuellement, on entend les gens dire oui, c'est pas un problème, on lancera une petite bombe, je reviendrai là-dessus, et ça va calmer tout le monde. Mais on ne sait pas maîtriser l'escalade nucléaire, et c'est un risque de faire ça, c'est un risque d'escalade nucléaire qui est immaîtrisable. Donc ça, ce sont des centaines de millions de morts que je bouger. Prétendant que l'arme nucléaire est une arme défensive, c'est une arme offensive, c'est l'arme des États prédateurs. La Russie attaque l'Ukraine, mais aussi, on a attaqué la Libye, les États-Unis ont attaqué l'Irak, et ça, c'est vraiment l'arme des prédateurs. Il faut inverser complètement les discours de la dissuasion, qui devient non plus une dissuasion, moi j'appelle ça la persuasion, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'emploi. Et je vous rappelle, contrairement à ce que tout le monde dit, si vous utilisez la guerre nucléaire, c'est que vous prononcez votre propre mort, c'est du suicide. Donc l'arme nucléaire, c'est la première fois que l'humanité s'est donné la capacité de se détruire elle-même. C'est la première fois dans son histoire. Donc cette dimension de destruction de l'humanité, à Dali, on doit l'inclure dans la réflexion sur la dissuasion nucléaire. Deuxième point que nous montre la guerre en Ukraine, c'est que nous, les démocraties, nous sommes extrêmement vulnérables au chantage nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la guerre? On n'a pas soutenu l'Ukraine vraiment parce qu'on avait peur. On avait peur d'un enchaînement nucléaire, d'une escalade nucléaire, que si on rentrait dans le conflit, ça débouche sur un chantage. Et nous avons été ce qu'on appelle des États, moi ce que j'appelle des États, des dissuadeurs dissuadés. On fait de l'autodissuasion dans ces cas-là. Les démocraties face aux autocrates sont évidemment complètement désavantagées, puisque l'autocrate ne se soucie pas bien de son peuple, il se soucie avant tout de sa survie, l'autocrate, alors que les démocraties, on n'est pas dessous dans la même logique. Donc vous voyez, il y a un déséquilibre même dans l'exercice de la dissuasion nucléaire. Si on regarde notre réponse, et je me concentre sur la France, je m'adresse aux anciens militaires qui sont là, notre réponse est pitoyable. C'est-à-dire que nous sommes incapables de répondre à l'agression russe militairement et opérationnellement. On a mis l'arme, on est très content, on est assis sur une bombe, mais on ne sait pas. Donc nos forces conventionnelles ont été sacrifiées pour la construction de la dissuasion nucléaire.
je vous rappelle qu'au plan financier, en temps normal, c'était avant autour de 4 milliards par an. C'est 20% du budget, merci, d'investissement de l'éléphant chasseur. On est actuellement théoriquement à 6 milliards. On va passer à 8 milliards parce qu'on est engagé dans un processus de modernisation de nos forces stratégiques nucléaires, comme tous les autres pays du Nord. Donc on va passer à 30-40%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout l'argent qu'on a eu, la plus grande partie de l'argent qui est donné au ministère de la Défense actuellement dans un contexte économique extrêmement difficile, va passer dans la modernisation des armes nucléaires. Et donc on a sacrifié notre dissuasion conventionnelle, nos armes conventionnelles, ce qui nous manque réellement. Donc le premier sujet, sans pouvoir parler, c'est de restaurer cette dissuasion conventionnelle, de nous donner les moyens de nous défendre vraiment, de sécurité. Il y a d'autres aspects sur lesquels je viens de dire. Voilà, donc c'est la première des choses qu'on va faire. Mais on n'est pas sur cette voie, je vous rassure. Nous l'a rassuré. Oui. Et le deuxième aspect de l'inadaptation de cette raison, c'est le fait que c'est une doctrine qui est figée. Elle a été créée dans les années 60 par 4 généraux. D'ailleurs, c'était Baudin, le généraux, pouvaient avoir une réflexion stratégique et participer à la réflexion stratégique importante. Il y a eu 4 généraux, je sais pas si M. Masson-Bourg, Poirier, le général Gallois, etc. Peu importe. Et cette doctrine, quoi qu'en disent les experts, n'a pas bougé. On est dans un monde qui change, on va en reparler encore tout à l'heure, un monde qui évolue extrêmement vite, et on a une doctrine de défense qui est inchangée depuis les années 60, avec les conséquences opérationnelles. Car en ce moment, nous sommes en train de moderniser notre flotte de sous-marins nucléaires, nos missiles qui seront portés par les avions Rafale, et ça nous engage jusqu'à la fin du siècle. C'est-à-dire notre système de défense, il est figé jusqu'à la fin du siècle. Car tout ça sera mis en œuvre après les années 2030, vers le milieu de 2035, les premiers, et ça va continuer, c'est la durée de vie, c'est 30 à 40 ans. Donc on est quasiment jusqu'à la fin du siècle, alors on est figé dans un système de défense qui devient de moins en moins adapté à ce monde qui évolue. Il y a deux conséquences. La première conséquence, je dis comment dirais-je, arrêter la réflexion stratégique, l'adaptation, la capacité d'adaptation du système de défense, et donc il n'y a plus en France, vraiment, ça peut se discuter, de gens qui réfléchissent vraiment à cette situation. Et c'est particulièrement vrai pour les militaires, où la pensée stratégique est bloquée. Une anecdote personnelle, pour lier mon propos, quand il y a plusieurs années, à l'école de guerre, des élèves sont venus me voir en me disant, voilà, on a un devoir, un devoir à rendre, qui est sur le thème « Comment penser autrement ». Avec l'idée que j'ai effectivement des réflexions sur la pensée stratégique, avoir des idées un peu originelles par rapport au moule officiel. Donc c'était des devoirs donnés par le général systématisé d'école de guerre. Donc je raconte ma petite histoire, au cas, etc. Je fais un peu ce qu'il a de dire. Donc ils font un truc, ils m'envoient, ils me disent que ça vous note, je dis très bien, et puis silence. Et je m'inquiète, je les appelle au bout de, je sais pas combien de temps, 2-3 mois, ils me disent on est désolé, mais notre chef nous a dit ah non, ça c'est pas possible, on peut pas écrire un truc pareil. Donc voilà où on en est la pensée stratégique dans les armées. Je suis un peu pessimiste, peut-être que le général ira se ça dans le confordia sur ce sujet. Je l'espère donc. Et la deuxième conséquence, c'est qu'à force de dire à vous, à moi, vous êtes tranquille, on a une bombe atomique, on est à l'abri, donc vous n'avez pas à vous occuper, de votre sécurité, et puis en plus c'est compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre ces complexe, puis en plus c'est des secrets. C'est secret. Donc ne vous en occupez pas, vous êtes tranquille. Moi, il en quoi, vous que moi, on dit bon, on va venir tranquille, on va passer à autre chose. On va réfléchir à autre chose, on va s'occuper d'autre chose.
Et donc, ça veut dire que, je ne parle pas de la fin du service militaire, on pourra en reparler aussi, mais du coup, il y a une déconnexion du citoyen moyen par rapport à l'organisation de la sécurité de son pays. On est tranquille, pourquoi se préoccuper de quelque chose qui ne marche pas bien? Et en plus, c'est mon point, c'est quand même un déni de démocratie. Alors après tout, c'est la survie des citoyens qui est en jeu. On ne leur demande pas leur avis. Bon, vous allez mourir, c'est pas un problème, ne bénéficiez pas, éventuellement. Bah, donc, ça a une conséquence indirecte, mais qui est très sensible maintenant, et qui est un peu liée, on parlera aussi au délitement du pacte social, sociétal, on dit actuellement. Ce qui caractérise maintenant, c'est le brouillard de la guerre. On en a parlé à propos des menaces diverses et variées et des formes de guerre. Le grand mot qu'on peut utiliser pour caractériser un peu ces nouvelles formes de guerre et de menace, c'est la dualité et l'incertitude. Pourquoi dual? Parce qu'on ne sait plus faire le distinguo entre guerre et paix, on ne sait plus faire le distinguo entre le civil militaire, entre public et privé. On prend l'exemple des satellites. Les satellites sont utilisés pour les communications, c'est de la technologie civile qui est utilisée à des fins militaires. Et de plus en plus, c'est comme ça. Il y a un mélange des genres qui fait que, or, la dissuasion nucléaire, ça nécessite l'identification d'un ennemi. Vous ne pouvez pas tirer une bombe atomique n'importe où, sur n'importe quoi. Il y a des tas de menaces qui font qu'on ne sait pas qui est l'adversaire. Vous avez une attaque cyber qui peut paralyser un pays complet, et on ne saura pas qui est vraiment l'auteur. Et dans l'incertitude, on n'utilisera pas notre bombe atomique, mais on aura pu l'utiliser. L'autre caractéristique, c'est que on méconnaît, on ne méconnaît pas, non, parce qu'on est d'accord pour aucune importance, sur l'impact des technologies dites disruptives. Il y a des technologies comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça peut être très redoutable pour autonomiser, par exemple, la décision d'emploi d'armes nucléaires. Car avec les nouvelles technologies, les armes hypersoniques, les délais de décision pour un président quel qu'il soit deviennent extrêmement courts. À ce sujet, j'ouvre une petite parenthèse aussi. Il y a un livre et un film. Si vous pouvez lire le livre et voir le film, c'est vraiment très intéressant. Le livre s'appelle Guerre nucléaire, d'une journaliste américaine qui s'appelle Annie Jacobsen, qui décrit le scénario d'une guerre nucléaire, un missile partant de la Corée du Nord qui va vers les États-Unis. Et tout ça finit par déclencher un conflit nucléaire général, mondial. Et en passant, c'est très 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 bien fait au point de vue de tout ce qui est circuit de décision des États-Unis. Et ça montre comment le président, il a quelques minutes seulement pour sauver les idées. Bon, voilà, le scénario est plus complexe que ça. Et le film, c'est un film qui est sur Netflix, malheureusement il n'est que sur Netflix. Et s'appelle House of Dynamite, la maison de la dynamite, et qui est fait par une réalisatrice qui est très connue, qui s'appelle Kathleen Bigelow, qui a fait un film sur les mineurs, qui a eu un prix. Elle a l'habitude de faire des films très jeunes. Donc elle a fait un film sur les aïeux de Détroit, etc. Et là, c'est aussi un scénario, à peu près le même scénario que dans le livre d'Annie Jacobsen, et ça illustre aussi les difficultés, toutes les difficultés dans la prise de décision de riposter ou non à une agression nucléaire. À propos de l'intelligence artificielle, elle dira aussi, ce qui n'est pas faux, c'est que ça permet d'avoir une analyse de la situation qui est plus fine. Donc ça permet de mieux décider. Donc ça y est, c'est aussi pour les conseils. Mais vous savez aussi qu'il y a, on parlait de l'importance, ce sont les biotechnologies. Alors je ne suis pas du biologiste, je ne suis pas du spécialiste, mais on sait maintenant que dans quelques années, on saura faire des pathogènes qui auront la capacité de détruire l'humanité. Donc voilà, il y a des biotechnologies, nanotechnologies, où on pourra vous injecter. Alors, ne me dites pas que je ne suis pas potier, parce que je ne suis pas du tout, mais c'est un discours qu'on a un peu entendu à propos du Covid. On peut vous injecter des nanos, je ne sais pas quoi, bactéries, qu'on peut déclencher à distance et dans le temps.
dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, je dis, bon, quand je démarrais des oui, donc c'est une capacité, une capacité d'inventer des nouvelles menaces de destruction globale, et ça qui est important, qui sont en termes bien d'avant, et que la échelle nucléaire nous demande qu'en pense. Est-ce que la question, un conflit nucléaire est inévitable? Si nous, on a dans notre organisation, on a utilisé l'intelligence artificielle et on a fait faire une étude en fonction de différents scénarios de géopolitique. Et la réponse a été, un conflit nucléaire est inévitable avant la fin du siècle. Inévitable. Donc, c'est la machine, 100% ça n'existe jamais, mais bon, ça veut dire qu'on est dans un monde où l'éventualité, la possibilité de guerre nucléaire devient de plus en plus importante. Il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Vulcan et Atomic Scientists, qui a été fondée notamment par Einstein, qui regroupe des physiciens atomistes du monde entier. Il est dit ce qu'ils appellent le Doomsday Clock, on appelle ça l'horloge de l'Apocalypse, et qui dit qu'on n'a jamais été aussi près de l'Apocalypse depuis la création de l'arme nucléaire. Alors donc il y a le risque de prolifération, bien sûr, parce que quand vous êtes dans un monde qui n'est plus le bipolaire de la guerre froide, que vous êtes dans un monde multipolaire, où il y a toute une génération, comme on peut le voir, d'autocrates qui revendiquent pour leur pays un rôle mondial, qui veulent jouer un rôle mondialement. Comment voulez-vous que notre discours, c'est notre garantie ultime de sécurité? Pourquoi voulez-vous que d'autres pays n'aient pas le droit à la même sécurité? C'est un peu le raisonnement de l'Iran, mais c'est le raisonnement de bien de pays. Actuellement, l'Arabie Saoudite dit, mais nous aussi, pourquoi on n'aurait pas droit à notre garantie ultime de sécurité si c'est l'arme nucléaire qui marche? Vous voyez beaucoup de pays, c'est pour ça que la Pologne, certains pays européens voudraient aussi disposer soit de notre bombe atomique, soit de la leur, etc. Donc on a un discours qui est en lui-même proliférant. Plus il y a d'armes nucléaires dans le monde, dispersement, plus il y a des chances d'emploi. On a un peu parlé du financement, ce sont des financements considérables. Les États-Unis, je l'ai écrit sur cette slide, les États-Unis ont un programme de 1700 milliards de dollars sur 30 ans pour moderniser leurs armes nucléaires. Et c'est vrai chez tous les pays nucléaires actuellement. Nous, on a notre propre programme, on en a déjà parlé, mais chaque pays a son programme de modernisation, de développement de ses armes nucléaires, quantitativement et qualitativement. On appelle ça de la prolifération verticale. La prolifération horizontale, c'est quand le nombre de pays nucléaires s'accroît. La prolifération verticale, c'est quand les pays nucléaires améliorent. Alors, que faire? On voit qu'on est entraîné actuellement dans un cycle où on va de plus en plus vers un monde menaçant nucléairement. Donc là, la réponse, elle a été promue depuis les débuts de la création de l'arme nucléaire. Il n'y a pas d'autre solution que le désarmement nucléaire. Alors, multilatéral, j'y reviendrai, global, progressif, parce que ça prend longtemps, et contrôlé. Alors, évidemment, que tout le monde dit c'est impossible. Dans ce domaine, rien n'est impossible. Techniquement, c'est tout à fait possible, mais on voit bien que la situation actuelle n'est pas du tout propice qu'à ça. Pas du tout. Donc, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous, et moi en particulier, on n'a jamais dit que la France devait abandonner ses armes nucléaires comme ça du jour au lendemain et jeter tout à la ferraille. Il est évident que dans le contexte actuel, si la France disait je renonce à mes armes nucléaires vis-à-vis du chantage nucléaire de la Poutine, ce ne serait pas la bonne réponse et en plus ça serait inefficace que la Russie, les États-Unis, la Chine, etc. gardent. Donc la bonne réponse, c'est un désarmement multilatéral, global. Donc, réponse, que faire? Mais avant d'arriver aux armements, il y a tout un tas de mesures qui devraient être prises en matière de contrôle des armements. Tout le système de contrôle des armements nucléaires et des armements tout court qui ont été construits depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout ça a été supprimé.
du fait des Américains et des Russes principalement. Tous les accords de contrôle des armements, il n'y en a qu'un qui reste. C'est l'accord New START. Il est encore en vigueur entre la Russie et les États-Unis. Celui dont on a parlé qui limitait les armes nucléaires à 1550 par pays. Cet accord, il est encore en vigueur jusqu'en 2026. Début 2026. Pour l'instant, on est sur la voie de l'arrêt de cet accord, de ce traité. Ce traité serait le dernier. Après ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun contrôle. Ensuite, il y a des tas de mesures en matière de prévention des agressions non maîtrisées. Je dis ça pourquoi c'est ce qu'on appelle le lancement sur alerte. Actuellement, on est dans un système de lancement sur alerte. Vous détectez un missile qui va vers vous, et bien vous ricochez. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, on déclenche, on fait en sorte qu'il n'y ait pas cette mise en alerte permanente qui fait qu'on est à peu près contraint à appuyer sur le bouton. Bon, techniquement, il y a des tas de trucs qui ont été imaginés en matière de détection, cette amélioration de détection. Voilà, donc il y a plein de mesures préparatoires. Il y a aussi ce qu'on appelle le non-emploi en premier. C'est-à-dire que déclarer qu'on n'utilisera pas les armes nucléaires en premier. Il n'y a que la Chine qui est encore sur ce mode-là. Tous les autres pays, dont la France, ont refusé. Avant d'arriver au désarmement global, il y a tout un moyen de limiter. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement le risque de conflit qui résultera d'une situation géopolitique ou stratégique conflictuelle, mais il y a tout ce qui concerne les lancements accidentels et tout ce qui concerne les accidents plus courts. Lancement accidentel, il y a plein de cas particuliers. Il y en a un qui est très significatif, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est une histoire vraie d'un colonel russe qui s'appelait Petrov, qui était d'alerte, et c'était lui qui était chargé du système de contrôle de surveillance justement d'alerte pour la Russie, l'URSS à l'époque, quand ça passe en 83 je crois. Et donc ces types viennent lui dire, voilà, il y a des missiles qui nous arrivent dessus, qui viennent des États-Unis, mais maintenant il faut appuyer le consigne, il faut appuyer sur le béton. Bien sûr, il essaye d'appeler l'Ukrainien, ce qui se passe, ça ne marche pas, et donc ils m'ont dit, vérifiez les ordinateurs ne se trompent jamais, il y a vraiment des missiles qui nous arrivent dessus, il faut riposter, c'est la règle. C'est la consigne. Et lui, il décide de faire une vérification supplémentaire où il arrive à montrer que c'est faux. Et donc, il ne prend pas la décision. Donc, il nous a évité une guerre nucléaire mondiale parce que lui a peut-être travaillé son intelligence et sa réflexion. Bon, mais vous voyez, ça tenait à un cheveu. D'ailleurs, il a été sanctionné. Il n'avait pas appliqué les directives, il a été sanctionné. Voilà. Et ensuite, il y a les accidents. Les accidents, c'est le cas d'un mécanicien travail de la silo. Alors, les silos américains des Minuteman, c'est des trucs monstrueux qui font je ne sais pas, 30 mètres de haut, un silo 16 ans. Il a un truc idiot, il laisse tomber sa clé. Il a une grosse clé pour remonter chez toi. La clé ricoche contre la paroi du missile, perce le réservoir du missile, et la fuite de gaz. Vous savez, c'est un produit extrêmement dangereux pour la propulsion des missiles. Tout ça envahit, panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Eh bien, tout le monde s'apatine. Et miracle, ça explose, mais ça explose sans explosion nucléaire. Donc, ouais. Mais là aussi, on a échappé. Et il y a un autre cas aussi très célèbre, il y en a eu plusieurs. Il y en a un au-dessus du Minnesota, je crois, où deux avions rentrent en collision. Et il y en a un qui s'écrase et il portait 3 bombes médatomiques. Il s'écrase près d'une petite ville aux États-Unis et tous les mécanismes, il y a une des ogives nucléaires, tous les mécanismes de sécurité ne fonctionnent pas, sauf le dernier. C'est-à-dire que là aussi, on a échappé.
Il y a le cas de Palmarès, c'est le cas pour ceux qui se rappellent de ça, en Espagne, où pareil, il y a une collision entre un bombardier et un ravitailleur, et il y a eu quand même 4 bombes, je crois, qui ont été abattues. Et ça se passe, je crois, Palmarès, c'est 1968, ou quelque chose comme ça, il y a très longtemps. Les Américains sont toujours en train de gratter de la terre et de la rapatrier aux États-Unis pour la décontamination. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc, alors, je reviens sur le traité d'interdiction, vu qu'il existe, mais bon, bien sûr, comme il est refusé, ignoré par tous les pays nucléaires, il est absolument sans portée. Voilà, donc je reviens sur le fait que nous ne sommes pas pour un désarmement nucléaire. Bon, à la limite, ça serait très bien, mais bon, on voit que ça serait complètement efficace. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'engager dans un système de désarmement nucléaire global. Que nous sommes maintenant confrontés, le monde de demain, c'est un monde des périls existentiels. Et de ce point de vue-là, l'arme nucléaire se situe exactement à un pied dans chaque monde. Dans le monde géopolitique, c'est ce dont on vient de parler, c'est la possibilité d'un conflit nucléaire et donc d'une certaine façon la disparition de l'humanité. Donc c'est vraiment l'acmé de l'affrontement géopolitique, l'affrontement des États-nations. Et dans le monde de demain, c'est la même chose, c'est la première fois, comme je l'ai dit, que l'humanité se donne la capacité de se détruire elle-même. Un peu comme le climat. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, où c'est l'homme qui a pris le pouvoir sur la nature. Donc c'est ce qui se passe maintenant avec le climat, où si nous continuons comme ça, on sait qu'on va vers des accroissements de température qui sont plus régulés, qui sont plus maîtrisés. C'est vrai aussi pour l'environnement, avec toute l'affaire de la nature, peut-être que vous pouvez la voir actuellement. Mais il y a aussi tout ce qui concerne aussi les développements technologiques et la technologie disruptive. On en a aussi parlé, c'est le fait que avec les technologies, on se donne la capacité de se détruire, mais pas simplement un groupe, c'est l'humanité entière. On le retrouve aussi dans la financiarisation de l'économie, notamment dans tout ce qui concerne l'économie. Vous voyez qu'on risque d'avoir des cataclysmes financiers et économiques qui seront plus maîtrisables. Et puis aussi, il y a des problèmes de sociaux avec tout ce qui concerne l'immigration et toutes les conséquences de ces périodes sur la société, le délitement de la société, particulièrement et du pacte social dans nos démographies, qui est un problème qui est très important et qui est très important, mais qui menace la destruction même de nos sociétés. Donc, alors, la caractéristique de tous ces périls sont interconnectés. Dans le cas de la menace nucléaire, on a la conséquence, c'est l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que si vous avez une explosion nucléaire, vous aurez des conséquences sur le globe, sur tout le globe, sur le fait de nuages radioactifs qui vont se propager, qui vont obscurcir le soleil, qui vont provoquer des famines, etc., etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous avez le problème climatique, si vous regardez le problème de l'eau, l'eau, ça va être un enjeu, déjà un enjeu stratégique qui va devenir prépondérant et donc si il est pris en compte de façon globale, il va susciter des conflits. Il va y avoir des conflits de l'eau. Il y en a déjà eu, mais il va y en avoir de plus en plus. Donc tout ça est lié et c'est notre avenir qui est en jeu. Or, comme je vous l'ai déjà dit, pour faire face à ces périls, il faut ce qu'on appelle des régulations, il faut des actions collectives. Ce qui s'oppose complètement au monde géopolitique qui est le nôtre actuellement, qui est celui, comme je vous l'ai dit, de la parcellisation, de la fragmentation du chacun pour soi. Donc on est dans deux logiques complètement séparées et qui nous mènent toutes les deux au désastre. Alors il y a le problème des temporalités, c'est pas tout à fait la même temporalité, il y en a qui sont de l'immédiat, c'est un peu les nôtres actuellement, et d'autres qui sont à plus long terme. Voilà. Donc comment arriver à concilier ces deux grandes tendances? Je pense que c'est la grande question qui doit se poser à nous maintenant, c'est comment arriver, et
j'en vais tout de suite à ma conclusion. Comment arriver à concilier ces deux démarches de façon à assurer une sécurité, notre sécurité et une sécurité mondiale. Et nous sommes dans la situation de Wilfram VI, c'est-à-dire dans ce clair-obscur entre le monde d'hier et le monde de demain, où évidemment, dans ces sortes de situations, les monstres surgissent, on les voit surgir sur la scène internationale, tous ces autocrates qui sont là et qui les menacent, qui menacent l'humanité, parce qu'ils veulent soit ils rêvent d'un empire retrouvé, soit sans seulement agrandir son aire géographique, soit etc. Avec toujours cet espoir de domination mondiale, d'hégémonie mondiale. Donc, comment arriver à faire donc, je pense que c'est la grande question qui devrait nous agiter actuellement. Je vous remercie.